Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les gens dans les organisations, dans le changement, puis dans le développement du leadership. Puis avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes. On les engage à travers le live qu'on fait ce matin, mais on va, j'espère aussi, vous encourager à provoquer des conversations avec vos équipes, avec vos familles, parce qu'on est tous en transformation collective en ce moment, puis je pense que c'est important qu'on fasse entendre nos voix, nos visions de ce qu'on veut pour le futur. Le futur devant nous, c'est l'affaire de tout le monde. Et la vision vers laquelle on se dirige, ben, c'est un petit peu comme en vélo. Là où on regarde, ben, c'est là où on s'en va. Cette semaine, on parle d'un sujet délicat, chargé, mais ô combien important. On va parler de la mort. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter mon invitée, Cynthia Brunel. Salut! Hi. Bonjour! Merci d'être là. Merci. Alors, je fais un petit récapitulatif de ta biographie. Tu as travaillé auparavant dans le monde d'automobile, dans le monde des affaires, en ressources humaines. Il s'est passé dans ta vie des expériences où tu as accompagné des gens très proches de toi dans leur fin de vie. Et ça a comme fait un peu changer ton optique de ce que tu avais envie de faire dans la vie. Puis tu t'es recyclé, si je peux dire, en refaisant des compagnies pour faire de l'accompagnement. En fait, j'aime ton terme de doula en fin de vie. Ouais. Ce que j'aime dans le doula, c'est que moi, je fais partie de celles qui ont engagé une doula pour la naissance de ma fille. Et j'aime l'idée qu'on a peut-être besoin d'une doula pour naître, mais pourquoi pas une doula aussi pour s'en aller. Ta mission, en fait, de ton travail actuel, c'est d'un peu de démystifier la mort puis de nous aider à l'accepter puis à l'accueillir comme faisant partie de la vie. Et dans ton travail, tu accompagnes les gens, donc les gens en fin de vie, ainsi que les proches avant, pendant et après. Oui, exactement. Oui. Donc, avant qu'on saute dans notre conversation, le petit brise-glace que je demande à tout le monde, je t'ai demandé de t'amener un objet ou de nous parler d'un objet qui est précieux pour toi, qui a une grande valeur symbolique ou émotionnelle. Qu'est-ce que tu Oui. Écoute, ça a été quand même complexe parce que je garde pas beaucoup de choses dans la vie, mais je me suis rendu compte qu'il y a cette bague-là ici. Ouais. Qui était à ma grand-mère paternelle. En fait, la première personne que j'ai accompagnée en fin de vie et dans son décès, tout ça. Et c'est une bague familiale qu'elle avait fait faire avec ses frères et sœurs. Donc, ça représente beaucoup les valeurs familiales que j'ai, mais la place aussi que cette personne-là avait dans ma vie. Puis je dirais que c'est un des seuls bijoux auxquels que je tiens vraiment. Mm-hmm. Même s'il ne me fait pas, puis que je peux pas le porter, je l'ai toujours gardé depuis, ça fait longtemps. Elle me l'avait donné avant de partir. Fait que ça va faire vraiment des années que je traîne ça, là, de déménagement en déménagement, de chambre en chambre, ça me suit partout. Donc, si je comprends bien, c'est ta grand-mère la première personne que tu as accompagnée. Oui, exactement. Oui. Exactement. Toi, ton rêve, je l'ai un petit peu dit dans la mission, parce que ton rêve, c'est un calque de ce que je viens de dire par rapport à ça, c'est que tu voudrais que la mort soit acceptée, mais non seulement acceptée, qu'elle soit accueillie, puis que ça fasse vraiment partie de la vie. Oui. Tu m'as même dit, quand on s'est parlé au préalable, que tu avais toujours aimé la mort. Fait que je vais te laisser nous expliquer cet enlignement, cette vision-là, puis pourquoi c'est si important pour toi qu'on revienne, j'ai le goût de dire revenir parce qu'on n'a pas toujours eu cette même relation-là avec la mort. Pourquoi tu voudrais que socialement, on accepte et on accueille la mort mieux, disons? En fait, puis quand je dis j'aime la mort, les gens, faut penser pas que je suis une crackpot, j'aime les cadavres dans mon sous-sol. C'est pas ça du tout, mais c'est dans le sens que j'ai toujours eu cette ouverture-là à voir ce sens-là de la vie. Je sais pas, il y a quelque chose dans la mort qui est mystérieux puis qui est attirant pour moi. C'est dur à expliquer, mais c'est juste là. Puis je pense que ça fait partie. Avant que tu fasses ta reconversion professionnelle? Oui, ça a toujours été. C'est juste qu'à un moment donné, on vieillit puis on se rend compte que c'est peut-être pas aligné avec les valeurs de la société, avec qu'est-ce qu'on voulait que je devienne aussi dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc, j'ai tassé ça de côté. C'est vraiment au moment du décès de ma grand-mère en 2015 que j'ai comme compris qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi là-dedans. Mais la vie a fait son chemin, je suis tombée enceinte, je venais d'avoir mon diplôme en administration des affaires. Puis là, j'étais comme, bon, ça l'a juste arrêté là, tu sais.
Et plus tard, en fait, cette année-là, on a su que ma mère était malade et finalement, elle est partie l'année dernière, en 2019. Dans tous ces cheminements-là de vie, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vision que moi, j'avais de tout ça, personne d'autre autour presque la partageait. Puis les gens étaient quasiment plus mal à l'aise que moi dans ce que je vivais. J'ai trouvé ça spécial. Quand toi, tu vivais ton deuil. Autant quand j'étais encore en train de les accompagner, parce que, par exemple, ma mère, ça a été sur 3 mois. Okay. Donc, il y a eu quand même un 3 mois de va-vient à l'hôpital, d'up and down, montagne russe et tout ça. Ouais. Donc, ça, c'était une chose. Puis aussi, après les deuils, de la façon que je vivais le deuil, de la façon que je voyais ça, c'était vu comme spécial. C'était comme une petite bébête qui était, tu sais, c'était pas normal aux yeux des gens de la façon que je voyais ça. Mais en même temps, c'est peut-être à cause de mon intérêt, justement, que j'ai lu des choses, que j'ai écouté des choses qui m'ont amené vers une croyance qui est peut-être un peu plus... c'est pas rose dans le sens de licorne puis d'arc-en-ciel, parce que la mort va toujours rester douloureuse. Oui, c'est sûr. C'est sûr, à 100%, sauf que je vois aussi beaucoup d'opportunités dans cette épreuve-là, de renaître en tant que personne qui a perdu quelqu'un. Mais aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe tout à fait après la mort. Puis j'aime mieux voir ça comme une naissance vers une autre vie, où peu importe qu'est-ce qu'on croit, que de dire c'est tout noir puis ça finit là, tu sais. C'est une croyance qui existe beaucoup, puis quand quelqu'un décède, on le voit, on veut faire le moins de salons possible, on va faire un 2-3 heures. Maintenant, l'incinération se fait, on a le sac de cendres en 24, tu sais, c'est tac, 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 très rapide. Puis ça a changé beaucoup quand même dans les 20 dernières années, je dirais, parce que encore là, même 15 ans, des funérailles, on les faisait encore sur un week-end complet. Oui, je me rappelle que le salon, c'était plusieurs jours, c'est vrai? C'était plusieurs jours. Maintenant, c'est rare, les gens qui font ça sur plusieurs jours. On veut s'en débarrasser comme ça, pour que ce soit terminé et qu'on passe à autre chose. On voit en fait notre processus de deuil comme un problème auquel on doit trouver une solution. Mais la solution, c'est le temps, puis c'est d'accepter, puis c'est de s'adapter à ça, à ce qui se passe dans notre vie et de l'intégrer pour mieux vivre avec après, parce que ça ne va jamais disparaître à 100%. Donc, c'est l'important. Je vais prendre le temps de dire bonjour à Corinne Chrétien qui nous écoute. D'ailleurs, c'est Corinne qui m'a mis sur ta piste. Oui. Merci d'être là. Il y a Albertine Joffre et Élisée Daniel qui est présent aussi. Je veux juste faire une remarque. La notion du vite, 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 j'ai lu un peu. Moi, j'ai un auteur que je lisais beaucoup de son côté psychologue, mais le prêtre psychologue Jean Montbourquet a beaucoup écrit et a beaucoup fait de recherches au niveau de la mort. Puis lui aussi, il dénonce la notion de la rapidité. On veut comme ça. Moi, quand je voyais ça un petit peu comme on fait un check, ça y est, c'est réglé. Ouais. On a fait ça, tu sais. Comme si on pensait qu'on pouvait accélérer notre processus pour passer à autre chose. Mais est-ce que je me trompe en disant que toi, tu sembles aussi proposer que si on se prépare, ça va aider le après? Clairement. Une fois qu'il y a un deuil de commencer, c'est de gérer quand des fois, on n'a pas le temps, on ne peut pas, là, mais... Des fois, non, ouais. Dans des cas fréquents, on le sait que ça s'en vient. Puis de toute façon, laisse-moi juste te témoigner d'un truc. Moi, j'ai perdu... La première personne là, qui m'a donné un choc, c'est ma grand-mère. Quand j'ai perdu ma grand-mère, j'étais à l'aube de la trentaine et c'est complètement paradoxal. C'est comme si j'avais jamais prévu que ça allait arriver. Mais ma grand-mère avait 80 ans passés. Juste ça aurait dû être un indicatif. Donc, qu'est-ce qui fait... pourquoi on se prépare pas? En fait, on est juste dans une société qui amène pas cette option-là. Tu sais, il n'y a rien qui... Parce que tu dis, on n'a pas le temps des fois. C'est vrai parce qu'on est habitué à ne pas penser à ça jusqu'à temps que ça nous saute d'en face, en fait. Ouais. Mais il n'y a rien qui nous empêche, toi et moi, de se préparer d'avance sur qu'est-ce qu'on aimerait comme fin de vie, puis qu'est-ce qu'on aimerait aussi par après pour nos proches, quel héritage on veut laisser à nos proches. Parce que de se préparer à notre propre mort et faire un peu un dessin de qu'est-ce qu'on aimerait qu'il arrive, que ce soit, est-ce que je veux mourir à domicile? Est-ce que je veux une cérémonie avec un célébrant? Est-ce que je veux que ce soit traditionnel à l'église? Est-ce que je veux laisser des petits
cadeaux, des petites notes pour après mon départ, que ce soit à nos enfants, nos petits-enfants, peu importe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en main d'avance en étant 100% en santé, mais qu'on n'est pas porté à faire parce que, en fait, pour nous, là, dans la société, ce qu'on nous fait projeter, c'est le côté morbide et noir de la mort, qu'on va passer une journée au salon parce que les tapis sont Bourgogne depuis 50 ans, puis que c'est vraiment la pire fin de semaine de ta vie. C'est vraiment triste de penser à ça, tu sais. Exact, c'est évident que on le sait que les gens, généralement, ont toutes sortes de réactions, puis on n'aime pas l'inconnu, hein. On le sait d'ailleurs, un des facteurs, qu'est-ce qui va être un facteur de stress chez les individus? Une des conditions, c'est que ça soit inconnu, on ne contrôle pas. Bon, alors on comprend qu'humainement, ça se passe. Mais en faisant une petite recherche, pas très compliquée sur Google, je me suis fait rappeler par un article que j'ai lu que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, pensons aux Égyptiens, ils passaient leur vie à préparer leur mort. Dans certaines religions, dans certaines cultures, même aujourd'hui, c'est autre chose. On accuse, dans un des articles que j'ai lu, l'espèce de révolution industrielle, du rapide, du toujours nouveau, de changer, on veut sortir de ça pour aller rapidement à autre chose. Puis ça fait un lien avec mon bourquet. Mais là, j'aimerais t'entendre, Cynthia, sur pourquoi tu veux ça pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça change, puis qu'est-ce que ça permettrait si on ferait tous ça, se préparer à notre mort, mais en famille aussi, ou entre préparer à cette éventualité-là? En fait, je veux ça pour les autres, oui, mais je veux également ça pour moi, parce que moi, de me préparer, ça va faire que mes derniers moments vont être un petit peu plus légers, si on veut. En tant qu'individuel, la mort nous fait peur, mais la mort, au bout du compte, on s'en rend pas compte. Rendu là, à la date puis à l'heure qu'on s'éteint, ça, on le vivra pas. On s'entend, là. Ce qu'on va vivre, par exemple... C'est-à-dire que l'espèce d'état de conscience rendu à ce moment-là fait que c'est comme ça y est. Exemple, là, le 6h15, telle date sur l'avis de décès, là, c'est pas ça qui va nous faire... C'est pas ça qu'on devrait craindre en tant qu'humain vivant en ce moment. C'est qu'est-ce qui vient avant. Donc, possible perte de mobilité, avoir peur de perdre ses proches, perdre son domicile, tout ce qui est les petites pertes qu'on va vivre avant notre mort technique, là, papier, là, c'est ça qu'on doit qu'on peut craindre en fait en particulier, puis qu'on devrait préparer parce que imagine si, à la place de ne pas avoir les conversations profondes avec nos proches, on attendait jusqu'à la fin des avoirs. Tu sais, si on était toujours en surface, qu'on avait de la misère à dire, par exemple, qu'on aime nos proches, puis qu'on attend au bout, mais qu'au final, on peut plus le dire. C'est plus on n'a plus la capacité de le faire. Si on se préparait à pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, se trouver, en fait, rendu là, où est-ce que je vais prendre le matériel qui va m'aider, que ce soit quelque chose pour prendre notre douche, une genre de marchette, que ce soit un lit adaptable. Si on se prépare à cette éventualité-là d'avance, nous, on va vivre des derniers moments qui vont être beaucoup plus beaux. Oui. Et en fait, les gens autour aussi. Pour les autres aussi, ça va faciliter leur deuil comme fois 1000, parce que de craindre ça et de ne jamais en parler, en fait, ce qui arrive au bout du compte, c'est qu'on vit la mort qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Parce que la peur qu'on traîne toute notre vie de la mort, puis qu'on garde à l'intérieur, rendu là, au dernier stade, là, elle ressort, mais dupliquée, là. Elle s'en va pas, la peur, toute seule, comme ça, par magie. Elle est là, puis elle est poignante, puis elle arrive comme des chocs. Mais si on en a parlé un petit peu avant, que c'est clair entre nous, que ce soit nos meilleurs amis, nos proches, nos enfants, que c'est clair qu'est-ce qu'on veut, qui on veut avec nous. Est-ce qu'on veut être réanimé s'il arrive quelque chose? Tu sais, il y a plein de choses auxquelles on peut penser que rendu là, ça sera plus possible, possiblement parce que notre tête peut être ailleurs, parce qu'on a trop de douleurs, parce que pour toutes sortes de raisons. Donc, Michel Carpentier, qui est un fidèle, qui nous dit, je ne sais pas si tu l'as lu, il parle d'un livre à lire absolument, le livre tibétain de la vie et de la mort. Oui, je viens de voir ça, oui. Puis, je vais saluer Lucie Dupé, qui est aussi à l'écoute. Je dois faire une confidence. Je suis très émue qu'on parle, puis je comprends
pourquoi, genre j'ai les larmes aux yeux. Moi, j'ai perdu un ami au printemps dernier. Ce gars-là, quand j'ai su qu'il avait un cancer et qu'il était en fin de vie, il ne savait pas, ça serait quand sa date d'expiration. On s'est mis à voir, on se voyait dans la vie, on se voyait déjà là, régulièrement, mais là, on s'est mis à se donner des rendez-vous aux 3 ou 4 semaines maximum. On passait un après-midi ensemble. Et je dois dire, Cynthia, que j'ai jamais de ma vie eu des conversations avec personne d'autre de cette profondeur-là. Ouais. Comme si, je veux dire, je pense que même, on peut pas vraiment recréer ça de façon artificielle, tu sais. Mais la beauté de ces moments-là que j'ai passés, qui ont duré un bon, 6-9 mois, là, je sais plus combien, mais la récurrence de ces 6 à 9 conversations que j'ai eues entre le moment où j'ai su qu'il y avait un cancer puis qu'il était en fin de vie puis qu'il laissait les choses aller là, en palliatif, puis ça. Bien sûr que la dernière fois que je l'ai vu, je me doutais pas que c'était la dernière fois. Parce que là, c'était pas, je le savais pas, c'était pas prévisible. Mais je considère que c'est un des plus beaux cadeaux d'amitié que j'ai eu que de passer à travers ça avec lui, tu sais. C'est clair, c'est clair. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, comment devenir plus à l'aise avec la mort? Qu'est-ce que tu as fait d'aller avec lui, avoir ces discussions-là? C'est la meilleure chose que tu pouvais faire pour lui et pour toi. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui refusent d'aller voir les gens à l'hôpital en soins palliatifs. Mais tu as parlé du malaise. Parle-nous du malaise, parce que c'est vrai que les gens sont mal à l'aise, ils savent pas quoi dire à quelqu'un qui est en fin de vie, ils savent pas quoi dire à quelqu'un qui est en deuil, puis ça fait que des fois, les gens disent rien. Oui. C'est la bonne question. Je sais pas ce que tu en penses, là. Ben, en fait, moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a tendance à voir les gens en fin de vie comme s'ils étaient déjà morts. Puis c'est là qu'on doit prendre du recul puis se dire la personne qui est en face de moi est encore très vivante. Tant qu'elle n'est pas morte, elle est vivante. Puis c'est comme ça qu'elle veut se sentir. Fait que, premièrement, il y a beaucoup de gens qui osent pas pleurer, par exemple, quand c'est la première fois qu'on va rentrer dans la chambre d'hôpital de la personne. Oh, faut pas que je pleure. Au contraire, pleurez-le. Puis après ça, là, vous allez être capable d'avoir, en fait, la discussion ou les discussions qui vont être beaucoup plus... en fait, c'est un peu se mettre à nu, rendu en fin de vie, les gens qui sont à ce stade-là. Tout ce qui est superficiel a pris le bord, nos filtres ont pris le bord. Tu sais, le nécessaire, le beau dans notre vie a pris le dessus parfois pour, en fait, tu sais, on pense plus à quelle auto on a, on pense plus à notre maison, la grosseur de notre maison, nos vêtements, on pense plus à ça. Tout ce qu'on pense, c'est à se connecter entre êtres humains. Fait que oui, on a un malaise parce qu'on a l'impression qu'il faut pas que nos émotions paraissent, faut pas faire mal à la personne. La vieille croyance qu'il faut toujours avoir l'air intact. Intact. Exactement. Mais les gens en fin de vie ont cette ouverture-là, un peu comme les enfants qui viennent tout ressentir. Fait que même si on essaie de garder notre visage froid puis que tout va bien, la personne en face de nous le sait. C'est là que le malaise devient encore plus gros parce que il y a une espèce d'énergie malsaine qui se promène entre les deux. Mais de venir aider quelqu'un, que ce soit apporter des biscuits au chocolat qu'on a fait, que ce soit juste de dire « As-tu besoin que je te mette du vernis à ongles? Aujourd'hui, aimerais-tu ça? Que je te fasse un masque dans le visage? Aimerais-tu ça? Que je te peigne les cheveux? » Des petites choses comme ça. C'est pas obligé d'être des longues conversations super profondes. Effectivement, des individus qui sont impliqués. Exactement. Ça dépend de ce que la personne a besoin à ce moment-là, dans cette journée-là. Puis des fois, le silence, pour nous, c'est malaisant. L'inactivité pour l'être humain, être inactif puis être en silence, c'est très, très... Je dirais que je trouve qu'un silence bien accompagné peut être d'une grande, grande beauté. Exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que parfois, les silences avec ces personnes-là vont être les plus beaux moments qu'on va vivre en fin de vie avec eux autres. Bon. Ouais. Là, je veux ramener ça sur notre côté social, OK? J'ai lu que ça a l'air que c'est une affaire qui date de janvier de début de l'année, là. 45% des adultes québécois n'ont pas de testament. Fait que je fais un lien, là. J'imagine qu'ils n'ont peut-être pas non plus beaucoup parlé de la mort à leurs proches. Non. Et j'ai aussi lu dans plusieurs publications du monde des affaires les difficultés et les enjeux de passation de PME de génération en génération. Puis là, moi, je fais un lien dans ma tête de me dire, ben, c'est-tu parce que ces dirigeants-là, ben, ils remettent à plus tard l'idée qu'ils partent et donc on retarde de se préparer. Fait que, visiblement, ces petits chiffres-là puis ces petites données-là me fait dire que
on a des progrès à faire par rapport à ça. Mais toi, je fais un lien avec la formation que tu as faite. Toi, tu as fait une formation en accompagnement en Colombie-Britannique, si je me rappelle bien. Oui. Est-ce que c'est plus connu ailleurs, cette histoire-là d'accompagnement? Est-ce que nous, au Québec, on est comme un peu en retard? Ou... C'est beaucoup plus connu aux États-Unis, je te dirais, qu'ici. Au Canada, anglais, c'est plus accessible, je dirais, les formations sont plus disponibles. Ça se parle un petit peu plus. Il y a des cafés qui offrent des ateliers sur la mort. Il y en a aussi au Québec, là, mais c'est très underground. Là. On ne sait pas trop. Puis, fait que, au Québec, on a un petit retard, clairement, à prendre là-dessus. Et j'irais même à dire que le contrôle qui colle l'industrie funéraire au Québec est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Explique-moi ça. En fait, juste pour te donner un exemple, ici, au Québec, on parle beaucoup qu'on veut devenir laïque ou en tout cas qu'on l'est déjà, mais bon, parenthèse ici. Pourtant, nos salons funéraires ici sont ceux qui sont le moins accommodants avec les différentes cultures et religions qu'on a. Ah oui? Donc, par exemple, ailleurs, en Colombie-Britannique, j'ai cet exemple-là parce qu'on en a discuté récemment. Il y a une certaine croyance, une certaine culture, je pense que c'est les Indiens qui veulent appuyer sur le bouton de crémation eux-mêmes pour permettre, je sais pas, c'est comme un genre de rituel qu'ils ont, tu sais. Mais ici, on n'offre pas ça, ou en tout cas à très peu d'endroits. Donc, le contrôle des salons funéraires est très, très gros et on a vraiment l'impression que c'est juste eux qui peuvent gérer ça de A à Z. Donc, c'est ça la différence. Je te dirais, la plus grosse différence que je peux dire, c'est qu'ici, on est encore vraiment beaucoup dans dans le catholicisme, si on veut, qu'on dit qu'on est laïque, mais qui est encore très présent. Juste un exemple comme ça. Ma mère, elle avait dit clairement, je veux rien de religieux à mes funérailles. Rien. Fait qu'on demande pas de prière, pas de croix dans le cercueil. On a une célébrante laïque. Première chose qu'on remarque en arrivant, il y a voyons, comment ça s'appelle, je viens de le dire. Une croix, un crucifix dans le cercueil, puis on l'enlève. On laisse ça de même. Les 2 jours de funérailles passent. Puis, après ça, c'est le temps de refermer le cercueil et tout ça. Puis, le directeur funéraire rentre, puis il commence à faire une prière. C'est comme l'imposition des croyances d'avant. Je sais pas. Surtout quand tu spécifies que tu le veux pas, c'est quand même assez... je trouve ça quand même spécial. Tu sais, c'est très spécial. Puis quand j'ai raconté ça aux gens qui faisaient le cours avec moi, puis à mon professeur, puis tout ça, elle a dit, tu sais, ici, ça arrive plus, là. Si tu veux une prière, tu le demandes, tu sais. Là, nous, on demande de ne pas l'avoir, puis on l'a quand même. C'est vraiment encore très, très, très en retard sur le reste du Canada de ce côté-là. Puis tant qu'à mon métier, ça suit la vague. C'est un peu le même principe. On commence à être là, mais encore là, il faut vraiment se mettre de l'avant. Là. C'est du self-promoting. Là. Justement, tu me fais réaliser. Bon, première chose qui me vient en tête, j'ai vu récemment passer une jeune entrepreneur de Montréal, en tout cas du Québec, qui a démarré une entreprise de célébration de fin de vie. Oui. Puis là, ça, je trouve ça super le fun, l'idée que comme tu peux faire ça comme tu veux. Là. C'est pas obligé d'être dans le salon en bas avec les sandwichs en triangle. Là. Ça peut être d'autres choses. Et j'ai perdu mon fil. Ah oui, c'est que moi, j'ai un ami d'enfance qui s'est suicidé il y a plusieurs années, puis sa mère avait décidé de faire ça. Elle avait décidé de faire un party. Son fils, c'était un gars de party, puis elle avait fait une célébration à la... Donc, ton histoire de contrôle par rapport à des salons, puis l'espèce de normes obligatoires, c'est aussi de se donner la permission de le faire à notre manière, je pense. Hein? Oui. Oui, 100%. On venait jaser aussi. Mais je veux revenir sur le rôle. On en a parlé quand on a eu une petite conversation pré-conversation. Le rôle social ou comment les organisations peuvent aider. Tu sais, parce que Jean Bourquette, ce qu'il dit, là, c'est que vouloir faire ça vite, là, puis passer à autre chose, ça ne fait que des gens qui, quelques années plus tard, ça revient en dépression ou en je sais pas quoi d'autre. Donc, tu sais, on s'en sauve pas. Il faut les vivre, nos émotions, puis il faut les vivre, nos processus. Puis, comment... Tu m'avais donné un exemple qui m'a sidérée.
si je perds un enfant, j'ai X semaines, mais si je perds mon grand 18 ans, là, j'ai presque plus rien. En fait, la loi Ouais. pour la perte d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, et l'employeur doit donner 5 jours de congé, dont 2 payés et 3 à nos frais. Ces jours-là doivent se prendre entre la journée du décès et les funérailles. Puis, la différence entre un enfant mineur et majeur, c'est que si l'enfant est mineur, on a le droit à 2 ans de congé, mais à nos frais. Donc, oui, c'est Si un enfant est majeur, là, tu reviens dans l'autre catégorie de 5 jours. Là. Oui, exactement. Exactement. Donc, rendu là, on laisse en tant que société un peu le pouvoir aux employeurs de payer ou pas l'employé plus que 2 jours, mais je veux dire, c'est pas tous les employeurs qui peuvent se permettre de payer 3-4 semaines de congé ou même juste ne pas le payer, de juste pas avoir cet employé-là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu irresponsable de pitcher ça dans les mains des propriétaires d'entreprise, des chefs d'entreprise, qui, eux, tu sais, puis même à ça, souvent, quand je parle de ça, les employeurs ne sont pas tout le temps au courant. Ouais. Puis, c'est quand même, moi, je trouve ça vraiment déstabilisant parce que 2 jours que tu perdes ton, tu sais, je veux dire, moi, j'ai perdu mon chien l'année passée, puis 2 jours, j'étais encore détruite, là. Fait que je peux pas imaginer perdre mon enfant, puis après 5 jours, devoir revenir, sinon je vais peut-être perdre mon emploi. C'est pas tout le monde qui peut se payer des congés à leurs frais non plus. Même 3 jours à nos frais. Pour certains, c'est énorme. Tu sais, c'est pas possible. Fait que tu fais quoi? Donc, on pourrait faire mieux socialement. Puis moi, j'émets une hypothèse, OK? Je suis aucunement spécialiste là-dedans, là, pas en tout, en fait. Mais moi, je me dis, moi, personnellement, je pense que j'aurais besoin d'un peu de temps, puis après ça, je serais capable de continuer, puis j'aurais besoin d'être accompagnée quand je reprends, tu sais. Oui. Parce que il y a un espace-temps, tu sais, la fameuse phrase, là, tu peux pas tirer sa carotte pour qu'elle pousse plus vite, là, ben, tu peux pas tirer sur le deuil pour qu'il se règle plus vite non plus. Puis on le sait que ça, en tout cas, on le sait, on suppose, moi, je suppose que ça te revient après si tu prends pas soin de toi dans ces moments-là. Oui, puis en fait, tu sais, il y a quand même une nuance ici, c'est que il y a beaucoup de gens pour qui retourner travailler aussi va être hyper bénéfique. Fait que là où j'aime ton point, c'est que d'avoir quelqu'un pour nous accompagner là-dedans, que ce soit un thérapeute, un psychologue, même si on a recommencé à travailler, ça ne veut pas dire qu'on est 100% guéri de ce deuil-là. Ouais. Puis avoir de l'aide va nous aider dans notre quotidien à continuer, mais c'est un gros point nécessaire dans tout ça. C'est que si on n'est pas capable, ou si on n'a pas besoin d'être seul chez nous pendant 3 semaines, ben, puis tu sais, il y a aussi ce point-là qui est très important, c'est qu'on peut vivre une période de déni là, dans tout ça. Oui, ben c'est d'ailleurs la première étape des étapes du deuil. Hein? C'est exactement ça. Donc, tu as le choc, tu coupes un peu, puis après ça, tu as le déni, que c'est comme si ça n'existait pas, puis c'est souvent là que les gens vont retourner travailler. Puis après ça, le quotidien reprend. Fait que on étouffe, puis ça va être quelques années plus tard que ça va ressortir, puis ça peut être de façon psychologique, mais ça peut être aussi en mots physiques, en maladie. Il y a beaucoup de liens qui se sont faits entre les deuils non réglés, puis des maladies ou des douleurs chroniques qui ont sorti après le temps. Donc, c'est important d'être accompagné dans un deuil, comme peu importe la gravité. Si on est affecté, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller travailler. Là. Alors, ceux qui nous écoutent, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, il y en a qui sont là, mais gênez-vous pas. On a quelqu'un du Maroc qui nous écoute. Ben oui. Ça fait plaisir que vous soyez là. Puis, tu sais, la notion de se faire accompagner, de prendre notre temps, de préparer, c'est toute la notion. Je ramène ça à ce que tu disais comme quoi, là, je dis ça dans mes mots, c'est comme si on fait ça, on se prépare à notre mort, on se prépare avec les proches qu'on sait qui vont partir éventuellement, on est accompagné dans un deuil qu'on vit. Moi, je pense que ça nous fait grandir comme individus. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis d'accord avec ta prémisse que ça devrait faire partie de la vie, puis c'est que ça devrait être accueilli, c'est que c'est pas facile à vivre, mais moi, je suis convaincue que comme être humain, on s'élève, puis on change, puis on mature, puis on se raffine sur nos vraies priorités à travers ces moments-là.
Oui, puis on le voit beaucoup chez des personnes qui ont perdu un proche ou qui ont vécu eux-mêmes avec une maladie qui était potentiellement mortelle. La vision de la vie change. Mm. On devient plus groundé, on devient plus conscient que... Parce qu'en ce moment, c'est super à la mode. Gratitude, vivre le moment présent, vivre chaque jour comme c'était la dernière. Moi, je pense pas que tu peux vraiment vivre à 100% dans ce thinking-là si tu n'as jamais contemplé ta propre mort à toi, ta possibilité que tu vas mourir n'importe quand pour de vrai, de vrai. Je peux pas croire que ça vient... Pour moi, ça vient ensemble. Je peux pas dire... Je pourrais pas avoir cette vision-là de savourer tous les petits moments si j'avais pas vécu les deuils que j'ai vécus. Aussi, puis ce qui m'a amené à contempler ma propre mort, puis faire mon plan de match, en fait, ma liste de souhaits, ma fin de vie souhaitée, tout ça, c'est ce que j'ai vécu. Parce que sinon, on m'a jamais appris à parler de ça, puis à être ouverte là-dessus, tu sais. Fait que rendu là, c'est un petit peu notre responsabilité dans la vie d'éduquer, par exemple, nos enfants, d'avoir ces discussions-là à table. Tu sais, moi, j'étais là quand que mon père et ma mère ont signé leur testament. Ma soeur était au primaire, moi, j'étais au secondaire, puis ils nous ont amenés chez le notaire pour qu'on soit au courant de qu'est-ce qui allait se passer. Ouais. Puis quand je raconte ça, des fois, le monde sont comme, c'est vraiment bizarre. Oui, mais en même temps, quand c'est arrivé, ma mère est décédée à 50 ans, beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait cru. Ouais. Ben, on savait exactement qu'est-ce qu'il en était. Ça a été beaucoup plus facile pour nous après de faire la gestion de tout ça. Puis ça, c'est juste le côté technique. Ouais. Mais émotionnellement aussi, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on est bien impliqué. Parce que, tu sais, tantôt, j'ai fait la statistique du testament, là, dans certains cas, ça crée des situations financières, des situations sociales hyper négatives puis qui doivent alourdir le deuil. Je dis bonjour à Julie Lemaire, qui nous dit qu'elle adore le sujet, avec la notion que souvent, le deuil a comme une date d'expiration, qu'on n'a pas le droit d'être triste, puis qu'à un moment donné, il y a un petit peu d'espèce de pression de reviens-en. Puis moi, j'ai des gens qui m'ont parlé de ça, là, de se faire dire par l'employeur, ben là, reviens, ben là, faut que tu reviennes, là, comme si on claquait des doigts. Mais je pense que ça a beaucoup à voir, puis j'ose croire qu'on évolue là-dessus, sur le fait que l'émotion, dans le contexte du travail, avant, on se faisait croire qu'on était capable de les laisser chez nous, nos émotions, tu sais, puis d'aller travailler juste avec notre tête, là. Pas dans le deuil. Je ne sais pas comment amener ça différemment, mais ça, c'est trop. Mais non, certainement pas dans le deuil. Non. Imaginons là, qu'on a réveillé quelques individus. Là. Hein, on a semé des petites graines. C'est ça qu'on veut. C'est quoi des pas? On commence par quoi? On commence-tu par jaser avec nos parents vieillissants? On commence par nous? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, premièrement, de s'informer nous. Parce que si on va avoir des discussions avec les autres, il faut savoir un minimum où est-ce qu'on veut aller avec notre sujet. Mais c'est de s'éduquer sur c'est quoi mes possibilités, c'est quoi mes droits, de voir qu'on a plus qu'une option, qu'on est capable de choisir, je sais pas moi, nos signets qu'on donne à nos proches pour se rappeler, en souvenir. On a le droit de choisir de ne pas donner de signets puis de donner, je sais pas moi, comme ma mère, on a donné des broderies pour mettre sur des vestes de moto. Fait que, les gens ont capoté. C'était rassurant pour elle de savoir qu'elle laissait un souvenir. Fait que, est-ce qu'on peut s'éduquer puis comprendre que cette mort-là, c'est le dernier événement dans notre vie. En fait, c'est la dernière chance qu'on a de laisser une trace. Fait que aussi bien le faire à notre image, puis avec nos désirs. Fait que commencer par contempler sa propre fin de vie, sa propre mort, l'héritage qu'on veut laisser. Déjà là, c'est un méchant gros step, puis c'est super inconfortable pour beaucoup de gens. Puis je le comprends. Fait quoi si on est devant une réalité qu'en fait, on a un proche avec qui on aimerait avoir cette discussion-là par rapport à son éventuel décès, mais que ce proche-là est en évitement puis qu'il ne veut pas en parler. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour elle. Comment qu'on gère ça? Est-ce qu'on respecte ça de quelqu'un qui veut pas en parler puis on omerta jusqu'à la fin ou toi, comme accompagnante, tu penses qu'on doit essayer de trouver une façon de la provoquer, la conversation? Ben, en fait, d'amener le sujet, que la porte se referme tout de suite, c'est quand même d'aller semer une graine, comme on disait tantôt. Ouais. Juste de le nommer, même si la personne en face de nous fait comme si de rien n'était, crois-moi que ça travaille dans sa tête pareil. Ouais. Puis, on peut réessayer un mois après d'avoir la discussion. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la discussion, comme
tu sais, quand on n'est pas en terrain neutre, qu'on est impliqué émotivement, par exemple, père-fils. Un fils veut parler de ça à son père, le père veut pas, vieillissant, tout ça, puis il n'y a pas de testament, par exemple, où il n'y a pas, tu sais, enterrez-moi, puis c'est fini là. On peut en parler, puis si la porte se ferme, on laisse ça comme ça. On peut y revenir plus tard aussi, mais ça fait son chemin. Puis rendu à un certain moment, si la discussion est vraiment impossible à avoir, tu sais, par exemple, qu'il y a il rentre à l'hôpital ou, tu sais, qu'on voit que l'état se détériore, c'est là que d'aller chercher l'aide de quelqu'un d'extérieur peut être vraiment très bénéfique parce qu'on amène un terrain neutre entre les personnes. C'est un peu comme une médiatrice, toi, quand tu te mets dans une position comme ça. Un petit peu comme une médiatrice, exactement, parce qu'on est un environnement stable, sécuritaire. On n'est pas impliqué, on n'a pas d'affection pour les personnes avec qui on jase ou on est engagé. Fait que je dirais que si les communications sont impossibles à avoir entre vous, si on parle par exemple d'un testament, ben allez chez le notaire les deux ensemble. On n'a pas le choix d'en parler. On est là, on est devant le fait accompli. Puis peut-être qu'amener notre père chez le notaire pour régler ça va être vraiment difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, puis il va être fâché, puis il va bouder. Mais après ça, là, tout le monde va être très, très content que ça ait été fait. Puis du côté un peu plus émotionnel, ben c'est ça. Amener l'aide de quelqu'un de l'extérieur, ça peut faire du bien, que ce soit, puis c'est pas nécessairement une accompagnante, mais ça peut être un ami commun de la famille, ça peut être quelqu'un d'autre qui est pas aussi impliqué, qui est impliqué, mais pas, tu sais, qu'il y a quand même une certaine distance entre les deux. Parce qu'avoir cette discussion-là est difficile avec surtout les générations passées, là, tu sais, comme je pense à mes grands-parents, on parlait pas de ça, puis c'était correct. Tu sais, c'était correct comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de familles qui sont brisées aujourd'hui à cause des choses comme ça. Tu sais, de la mort, on veut qu'il naisse beaucoup de beau, puis de rassemblement et tout ça, mais ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de chaos, puis de chicane, puis de séparation familiale après ça. Mais ça, c'est juste dû au fait qu'on n'en a pas discuté. Ouais. Donc, écoute, mon Dieu, on arrive à la fin, là. On aurait tellement d'autres choses à dire encore. Je me dis que, en quelque part, là, si on a la chance de se préparer, il faudrait la prendre. Parce que dans certains cas, on le saura pas, là. On n'aura pas un petit mémo pour nous dire que ça va se passer la semaine prochaine. Donc, on gagnerait tous probablement à tranquillement y réfléchir pour soi, amener la conversation avec les gens qui sont proches puis qui sont importants autour de nous. Fait que, tu sais, le mot-clé de résumé, moi, ce que je retiens, c'est vraiment la notion de essayer d'ouvrir la communication avec délicatesse, puis d'y revenir, puis que c'est un peu comme, tu sais, avec un enfant, des fois, tu fais quelque chose, il veut pas que tu le fasses, mais c'est pour son bien. Ben, moi, ce que je retiens, là, c'est que si vous avez un proche où c'est plus compliqué, ben, de s'obstiner, c'est positif, là. C'est pour son bien aussi, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est la même chose avec les gens qui ont des enfants, de l'intégrer le plus rapidement possible va alléger la tâche plus tard aussi. Ouais. Il y a un commentaire de Lucie que je peux pas, Lucie Dubé, là. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens, par évitement probablement, en tout cas, on ne fera pas de supposition, ils disent on fait rien, là, on fait ça vite, vite, là, faites rien pour mon décès. Puis qu'elle mentionne que les rituels reliés à la mort sont vraiment importants. Puis je pense que ça, c'est vraiment une grande. Nécessaire. Oui, nécessaire, exactement. Puis souvent, c'est qu'on ne veut pas donner une charge à nos proches. Donc, on dit faites ça vite, faites ça facile. Je ne veux pas que vous vous occupiez de ça. Mais au contraire, on vient de leur faire beaucoup plus de tort que de bien en leur demandant de rien faire parce que ces personnes-là ne pourront pas boucler la boucle, en fait. C'est les rituels, c'est la cérémonie où tout le monde se vide de leurs larmes, où la tourne Alléluia que personne n'avait envie d'entendre, mais qu'elle joue pareil. Tu sais, c'est là qu'on commence notre guérison. C'est vraiment important de le vivre. C'est une façon aussi de célébrer la personne qui est partie. Il y a toutes sortes de manières. Moi, j'ai commencé à avoir des nouvelles façons de faire des rituels de fin de vie. Puis je trouve que ils sont comme un peu comme thérapeutiques en groupe. Là, tu vas au salon, tu pleures, mais tu prends le temps de te demander c'est quoi la qualité de la personne, mais tu as fait une petite étape dans ton processus. Tu sais. Ben oui, énorme. Ouais. Et toi, là, Cynthia, le mot de la fin, là, si tu avais un seul conseil à nous donner ou une chose que tu veux qu'on retienne, c'est quoi par rapport à ça? Moi, je vais vous dire qu'on meurt souvent comme on a vécu. Donc, vivez votre vie avec des discussions qui ont du sens, qui sont profondes. Enrichissez les discussions avec vos proches. Vivez selon vos convictions, vos besoins. Votre mort va nécessairement être beaucoup plus douce rendue là
parce qu'on va savoir écouter puis on va avoir pris soin de nous. Au contraire, des gens qui sont seuls parce qu'ils veulent pas entretenir les relations, ben, qui ont toujours vécu dans l'approbation des autres, qui font pas le travail qu'ils auraient souhaité, qui ont pas... Ces gens-là vont vivre avec beaucoup de regrets à la fin, probablement seuls. Donc, notre mort représente vraiment notre façon dont on a vécu notre vie. Puis je pense que c'est là qui est très important d'avoir cette réalisation-là, c'est que au bout de la vie, là, quand on est en fin de vie, on est encore vivant. Il se passe encore des choses, on a encore de l'angoisse, on a encore des peurs, mais on a encore aussi beaucoup de petits bonheurs, de petites douceurs qui peuvent se produire. Puis, on peut trouver beaucoup de réconfort en se disant qu'on a vécu selon nos convictions, qu'on a fait nos rêves, en fait, on enlève le plus de couches de regret et de culpabilité possible. Puis, il n'est jamais trop tard, hein, pour commencer ça, là. Pardon? Il n'est jamais trop tard, tu sais. C'est pas... Non. On peut décider là, de se mettre à vivre, comme tu viens de dire. Exactement. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Alors, écoute, je te remercie du fond du cœur. Puis, j'étais encore full émotive. Je te dis, on va arrêter, je vais pleurer. J'ai le goût de dédier cette merveilleuse conversation à mon ami Paul. Et puis, ben, je vous rappelle que si vous voulez regarder les balados passés, vous allez sur balado.magalieco.com et vous pouvez aussi les écouter en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Et ben, parlez-vous. Hein, les conversations importantes, là, il y a bien des sujets, là, mais ça, c'en est une, à mon avis. S'il y en avait une que j'aimerais qu'il se passe chez les gens qui nous ont écoutés pour toutes les conversations passées, parler de ça avec soi-même puis avec les autres. Merci beaucoup, beaucoup, Cynthia, pour ta grande générosité. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir.